Bonjour. S'il est une idée communément admise sur le Moyen-Âge, c'est qu'il s'agissait d'une période sale, où on entretenait volontairement sa couche de crasse tel un rempart contre les forces démoniaques. Comme l'a dit l'historien Jules Michelet sur la période d'où je viens, nul bain pendant 1000 ans. Sauf que Jules Michelet n'était pas vraiment un bon historien, et depuis le 19e siècle, on a appris à casser ce genre d'idées reçues. Si Michelet et ses contemporains pensaient que les gens du Moyen-Âge ne se lavaient pas, c'est surtout à cause de l'époque moderne. À partir du XVIe siècle, effectivement, l'hygiène connaît un grand bond en arrière, et on en vient à penser que l'eau, c'est mal. Du coup, pour les historiens du XIXe siècle, si on ne se lavait pas à une époque dite moderne, il était impensable que le Moyen-Âge ait connu la propreté auparavant. Comme s'il était inenvisageable que la société puisse régresser. Alors que si l'on compare avec l'hygiène à mon époque... Oui, c'est pas le sujet. Assez parlé de l'époque moderne toute cracra et du 19e siècle un peu couillon, et place à l'hygiène au Moyen-Âge. Au début du Haut Moyen-Âge, on se lave. On trouve des termes hérités de la culture romaine dans les grandes villes, dans les villae gallo-romaines, dans les monastères. Les peuples arrivés dans le royaume franc à partir du IIIe siècle s'emparent volontiers de cette tradition, et même Charlemagne installe son palais à Aix-la-Chapelle, juste pour avoir des eaux thermales à portée de main. Mens sana in corpore sano. Malheureusement, le Moyen-Âge étant loin d'être une période uniforme de 1000 ans, les choses se gâtent à partir du 8e siècle, à cause de l'Église, qui mène une forte campagne anti-bain, non pas en vertu de théories sur l'hygiène, mais parce que se baigner tout nu, en famille, en mixité, c'est pas très moral. Elle va ainsi à contre-courant de ce qui se faisait avant. L'Église s'inspire notamment des écrits de saint Augustin, qui disait « Car le nécessaire et la santé, pour soi ou pour ses amis, ne durent qu'un temps, et nous devons les dédaigner en vue de l'éternelle vie. On ne peut pas dire d'un esprit, ni peut-être du corps, qu'il est en bon état quand il ne préfère pas les choses éternelles aux choses passagères. En gros, moins on prend soin de son corps, plus on prend soin de son âme. » C'est ainsi que le baptême par immersion se transforme au 8e siècle en simple aspersion d'eau bénite et qu'au 9e siècle, la baignoire est définitivement vidée. L'évêque Réginard de Liège se vante même de n'avoir jamais pris place dans une baignoire de sa vie. C'est donc ça l'odeur de sainteté ? À toi! Non, messire! Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. Finalement, Jules Michelet avait-il raison ? Le Moyen-Âge était-il un âge sale et arriéré ? C'est compter sans les 400 ans qui nous restent à découvrir. Contre tous les principes promus par l'Église, en dépit des théories qui voudraient que les bains amolliraient les soldats et alourdiraient l'âme, s'élève une voix salvatrice, celle de la science. Enfin, on parle d'une science médicale qui repose sur un tas de croyances erronées. Pour une fois qu'elle a raison. À partir du XIIe siècle, les médecins comprennent, par leurs propres moyens très détournés par rapport à la médecine moderne, que se laver peut avoir des conséquences bénéfiques sur l'organisme. Ces nouvelles théories proviennent en fait de traités grecs antiques, traduits par les savants arabes à partir du IXe siècle et traduits de l'arabe vers le latin à partir du XIe siècle. Notamment par l'école de médecine de Salerne, la plus réputée de l'époque. Pour les médecins, se laver permettrait de lutter contre certaines maladies selon le principe des 4 humeurs qui composent le corps humain. Le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Ces 4 humeurs doivent à tout prix rester en équilibre. Ainsi, en cas d'excès de bile noire, qui est une humeur froide, il est recommandé de prendre un bain chaud. Les prescriptions de bain s'accompagnent de l'usage de plantes, de pierres, d'éléments organiques qui dépendent de l'âge, du sexe, de la corpulence et de la maladie de l'individu. En complément des bains, les malades peuvent aussi prendre des médicaments, bien sûr, ou suivre des régimes alimentaires spéciaux. Les bains se développent donc pour des raisons médicales, mais conservent tout de même leur fonction première, débarrasser de la crasse et des mauvaises odeurs, ce qui est un bonus non négligeable. Bien sûr, on ne se lave pas tous les jours. Les médecins recommandent un lavage de cheveux par semaine et à peu près autant de bains. Le reste du temps, on pratique une toilette partielle, une fois les vêtements enfilés. On se lave donc les mains et le visage le matin, et les pieds le soir, et basta. On se nettoie aussi les mains avant et après le repas. Et dans certains métiers, on fait même un peu plus attention. Les chirurgiens se lavent les mains avant d'opérer, et les vignerons se lavent les pieds avant de fouler le raisin. On apprécie l'effort ? Très vite, l'idée se répand donc à travers l'Europe. On peut se laver, c'est même conseillé. Dès le XIIIe siècle, de nouveaux livres appelés « Régimes de santé » font un tabac et proposent quantité de recettes et de conseils pour rester beau, frais et bien portant. De manière générale, ces conseils sont préventifs et proches de notre manger-bouger actuel. Se baigner, se brosser les dents, faire un peu de marche tous les jours, bien manger, etc. On trouve aussi des conseils plus spécifiques comme, au pif, une recette contre la fétidité des narines tirée de l'ornement des dames. Il arrive parfois que le nez pue. Prenez du pouliot, des roses et autres espèces bien aromatiques.
Mettez-les sur des charbons ardents et faites des fumigations. Ou bien, prenez un certain nombre de pilules que l'on appelle Diocastor, délayez avec du vin et instillez dans le nez. On trouve aussi dans les régimes de santé des recettes de savon, de dentifrice, de produits pour l'haleine, de shampoing, de produits contre les vermines, de teintures, car la mode est aux cheveux blonds. En parlant de vermines, on va pas se mentir, tout le monde en a déjà eu, quelle que soit sa classe sociale. Alors, les livres conseillent de garder le sourire en attendant que le traitement marche et de ne pas se gratter la tête à table. La base. À mesure que l'hygiène se popularise, certaines normes de beauté apparaissent et amènent à la création de recettes parfois discutables. Ainsi, certains régimes de santé proposent de la céruse de plomb pour se blanchir la peau, des crèmes épilatoires à l'arsenic. N'essayez pas ça chez vous. De toute façon, il n'y a que les nobles qui s'épilent, nous on n'a pas que ça à faire. Le lien entre hygiène, santé et beauté se renforce encore avec la science de la physiognomonie, qui part du principe que plus on est beau, plus on est sain. C'est pourquoi les conseils de beauté prennent de plus en plus de place dans les traités médicaux. Tout le monde veut avoir la peau lisse, claire, des cheveux épais, blonds. À partir du XIIIe siècle, les coiffures se diversifient, les vêtements deviennent plus ajustés, car la beauté est la nouvelle sainteté. En même temps que se développe l'hygiène corporelle, l'hygiène domestique se précise et fait elle aussi l'objet de traités. Le plus célèbre est Le Ménagier de Paris, un ouvrage anonyme de la fin du XIVe siècle dans lequel un homme explique à sa femme, évidemment, comment bien entretenir la maison, accueillir son mari lorsqu'il rentre du travail, lui laver les pieds, bref, l'hygiène domestique. On apprend entre autres que les sols doivent être balayés, lavés, les meubles époussetés, les cuisines surtout doivent être nettoyées chaque jour. En ville, lorsque les sols sont dallés, elles sont même parfois légèrement en pente pour que l'eau s'écoule plus facilement. On lave aussi les ustensiles et la vaisselle au sable et à l'eau et on les plante sur des épis de séchage devant la maison. Dans les chambres des maisons bourgeoises, les lits sont refaits chaque matin et les draps lissés à l'aide d'un bâton, un service digne d'un hôtel 5 étoiles. Le linge est lessivé avec soin dans des cuves d'eau bouillante, agrémentées de savon ou de cendre, puis rangé dans des coffres en pliage très compact afin d'étouffer la vermine. C'est d'ailleurs à cause de la vermine qu'on lave régulièrement les draps et les vêtements. L'odeur, c'est qu'une information. Encore une fois, les traités fournissent un tas de recettes de grand-mère contre les mouches, les puces, les poux, etc. Et enfin, ce panorama de l'hygiène domestique ne serait pas complet sans un petit tour aux toilettes, ou latrines pour les intimes. Durant la majeure partie du Moyen-Âge, elles sont loin d'être courantes. À la campagne, on fait ses besoins dehors, ou éventuellement dans un pot de chambre s'il fait trop moche. En ville, les pots de chambre sont surtout utilisés la nuit. Durant la journée, le peuple peut se retrouver dans des latrines publiques, afin de partager la joie de se soulager côte à côte sur des bancs percés. On s'essuie avec de l'herbe, de la paille, du foin, tout ce qui peut tomber sous la main. Pour les maisons un peu plus huppées, des latrines à domicile peuvent être intercalées entre deux façades, pour la joie du partage, ou installées dans une cabane au fond du jardin, au-dessus d'une fosse ou d'un tonneau. Ma cabane au fond du jardin, moi j'y vais quand j'ai besoin. Et enfin, le comble du chic est d'avoir ces latrines d'intérieur. Elles peuvent être à encorbellement, c'est-à-dire accrochées à la façade de la maison, encore une fois au-dessus d'une fosse, mais encore faut-il s'assurer qu'elles soient solidement fixées. Elles peuvent aussi être à conduit biais, lorsque le fruit des nobles entrailles se déverse le long du mur extérieur via un conduit. Superbe ravalement de façade. C'est de la merde. Chez les plus riches, elles sont carrément construites à l'intérieur, au-dessus d'une fosse fermée, ce qui permet de ne pas incommoder les passants. Souvent situées derrière la cheminée, pour être bien chauffées, elles sont revêtues d'un doux tissu, et garnies de coton ou d'étoupes de lin pour bien s'essuyer. Comme vous avez pu le constater, surtout dans le cas des latrines, tout ce qui constitue un déchet a facilement tendance à être rejeté vers l'extérieur sans trop de ménagement. En l'absence d'égout, les latrines publiques sont souvent installées sur des rivières ou des canaux, et leur odeur incommode tout le quartier. Surtout, elles ne sont pas assez nombreuses. La plupart des gens font donc dans la rue ou dans des pots de chambre, qu'ils sont censés vider dans des fosses à immondices, mais qui finissent la plupart du temps vidés par la fenêtre à même la rue. Parfois, les gens pissent aussi directement par la fenêtre. C'est vrai quoi, quitte à vider son pot de chambre en pleine rue, autant se passer d'intermédiaire. Les rues sont donc sales et puantes. Et encore, je vais pas m'attarder sur les nombreuses industries polluantes qu'on trouve en ville. Des tanneurs, des teinturiers, des bouchers répandent produits chimiques et viscères de porc sur la chaussée dans le plus grand des calmes. Il n'est donc pas rare de croiser des rues appelées rue sale, rue foireuse, rue du Merderon, dont l'épithète nous indique assez bien ce qu'on risque d'y trouver. C'est de la merde. À Dijon, Marguerite de Bourgogne dit de sa ville qu'elle est si pleine de boue, de fients et d'autres immondices qu'il est difficile d'aller à pied ou à cheval. Mais que fait la police, me direz-vous ? À partir du XIIIe siècle, les municipalités tentent d'agir.
Il est progressivement interdit de jeter ordures, excréments et autres déchets sur la voie publique, les rues sont pavées, les animaux en liberté sont interdits en ville, les cimetières et les industries polluantes sont déplacées dans les faubourgs. Au XVe siècle, certaines villes créent les premiers égouts, bien qu'ils soient encore peu efficaces, ou bien des services d'enlèvement d'ordures. Pour empêcher les gens de pisser dans la rue, on peint aussi des croix au bas des murs pour exposer les contrevenants au blasphème et à la damnation. En résumé, l'hygiène urbaine a bien du retard sur l'hygiène corporelle, mais les gens du Moyen-Âge en ont conscience et prennent dès le XIIIe siècle les mesures qui s'imposent pour tenter d'assainir les villes. Je reviens donc à l'hygiène corporelle qui connaît alors son apogée. À partir du XIIe siècle, le bain devient une activité si courante qu'il est considéré comme un loisir et entraîne des aménagements en conséquence. Les plus riches se baignent chez eux, dans une cuve de bois doublée de toile. Celle-ci est d'abord installée directement dans leur chambre, puis progressivement déplacée dans une autre partie de la maison. L'eau est chauffée au feu, aromatisée d'herbes et de fleurs, et un rideau peut être tendu pour dissimuler le baigneur ou le couple qui prend son bain, et plus si affinité. Par exemple, certains nobles prennent une petite collation en se lavant, une activité qui réconcilierait presque Caradoc avec l'hygiène. À la campagne, on se contente du cuveau à lessive, du fossé ou de la rivière la plus proche, tous à poil, tous ensemble. À l'époque, même l'Église reconnaît qu'on peut être chrétien et goûter au plaisir de la vie et des bains. Alors pourquoi se priver ? En ville, les étuves se développent aussi à partir du XIIe siècle. On en compte 26 à Paris en 1292 pour 70 000 habitants. Les étuves sont tenues par des étuviers qui doivent respecter les prix imposés par le prévôt de Paris. Elles sont accessibles tous les jours sauf les dimanches et jours de fête, et leur ouverture est annoncée le matin par un crieur public. Ça va être tout Propre. Ta gueule. Pour s'y rendre, les habitants traversent la rue en petite tenue ou directement à poil. Une solution radicale mais efficace pour éviter de se faire voler ses affaires. Aux étuves, ils peuvent se relaxer, se faire soigner la barbe et les cheveux, manger, boire, jouer aux cartes, se reposer à l'étage, et plus si affinité. Et cette fois, je parle pas de manger. Dès le XIIIe siècle, le statut des étuves se dégrade. Des frotteuses initialement chargées de nettoyer le corps des clients proposent d'autres services qui nuisent à la réputation des bains et ne plaisent pas trop à l'Église. En 1464, l'étuvière Johannotte Saignant est jugée à Dijon pour pratique illicite de la prostitution dans son établissement et empoisonnement d'une cliente. Elle est condamnée à la noyade. Ironie quand tu nous tiens. À partir du XVe siècle, les bains mixtes sont donc interdits. Hommes et femmes sont séparés soit par lieu, soit par jour, et on construit les étuves près des monastères pour mieux surveiller les baigneurs. Finalement, ce n'est pas l'essor de la prostitution, mais l'arrivée de la peste qui porte le coup fatal aux bains. Accusées de propager les germes, les étuves sont interdites à Londres en 1411, à Paris en 1450. Une nouvelle vision de l'hygiène apparaît alors. Les médecins recommandent toujours de maintenir propres les habitations, mais déconseillent les bains et se méfient de plus en plus de l'eau, sauf pour soigner certaines maladies. Au XVe siècle, Philippe le Bon ne prend son bain que tous les 4 à 5 mois. Mais il est peut-être pas un modèle de propreté. Au XVIe siècle, les corps se couvrent de pudeur. Et on s'étonne qu'un siècle plus tôt seulement, hommes et femmes aient pu se laver ensemble dans des bains mixtes, ou que des femmes de la noblesse aient pu faire préparer leurs bains par des valets. Le bain public disparaît donc d'abord pour des raisons morales et sanitaires, puis le bain privé à cause des nouvelles théories sur l'eau. L'hygiène se dégrade en conséquence jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Seules quelques maisons thermales demeurent, pour les malades uniquement. Les gens de l'époque moderne se couvrent donc de vêtements plus lourds, de perruques compliquées, de cosmétiques, de parfums, tout pour cacher leur crasse. Voilà, j'espère que ce petit épisode sur l'hygiène médiévale vous a plu. J'avais pas sorti de vidéo d'histoire depuis longtemps parce que je ne voulais pas parasiter la diffusion de ma web-série Time Warp, que vous pouvez retrouver bien sûr sur la playlist dédiée... Il n'y a pas d'image, qu'est-ce que je raconte ? Que vous pouvez retrouver bien sûr dans la playlist dédiée sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. Ouais, c'était une sacrée aventure. J'ai presque pleuré à la fin. Cet épisode est aussi en partie issu d'un chapitre de mon premier livre, La vie quotidienne au Moyen-Âge, qui est paru en 2020. Donc c'est l'occasion de vous rappeler que ce livre existe, si vous voulez en savoir plus sur l'hygiène, l'alimentation, la santé, la justice, etc. Et enfin, la plus grosse des nouvelles, j'ai écrit un nouveau livre de vulgarisation. Il s'appelle Les Précurseuses et il sortira aux éditions Nouveau Monde le 15 février 2023. Et cette fois, il ne s'agit pas de Moyen-Âge, mais d'histoire des femmes. De toute façon, si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez probablement que c'est ma deuxième passion avec le Moyen-Âge. Et les orques. Oui, et les orques. Et la bouffe. Stop. Comme avec mes vidéos de Gentes Dames Badass, le but de ce livre est de vous présenter des portraits de femmes dont la vie a été remaniée, tronquée ou oubliée au fil des siècles. J'ai choisi des personnalités de différents milieux, de différentes époques, et j'en dresse des portraits les plus complets et nuancés possibles,
assorti de jolies illustrations choisies par mes soins et de citations. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que vous serez heureux de le lire. Je suis même pas citée dans le livre. C'est honteux. Bref, à bientôt pour un prochain Gentodame Badass et pour une vidéo où je vous présenterai mon livre plus en détail. Et en attendant, lavez-vous bien. Au revoir. Ma cabane au fond du jardin, j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, entouré de cailloux, entouré de cailloux. Il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui fredonnent. Il n'y a pas de tout à l'égout. On fait sur les cailloux, on fait sur les cailloux. Et elle trône tout au bout d'un chemin plein de cailloux. Il y a un arbre juste à côté. C'est pratique pour s'essuyer. C'est pratique pour s'essuyer. Pour se laver le derrière, on file à la rivière. Elle aussi est toute pleine de cailloux qui dansent dans les remous, qui dansent dans les remous. Ce petit coin de paradis un jour sera détruit et je ne reverrai jamais plus ces belles planches vermoulues, ces belles planches vermoulues. Ma cabane au fond du jardin, j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, entouré de cailloux, entouré de cailloux.